Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette émission des studios de Saint-Sébastien Football. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'invite chaque mois un acteur du club afin de mieux les connaître. Et ce mois-ci, j'ai l'honneur et la joie d'avoir invité, et merci pour sa présence, Terence Berthelot, membre du comité directeur, responsable technique. Terence, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être venu à ma rencontre. C'est avec plaisir. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Eh ben, écoute, on va passer une petite heure ensemble afin de mieux te connaître, parce que c'est vrai qu'on te voit sur les terrains, mais on n'a pas forcément l'habitude de pouvoir côtoyer un coach de Régional 2 et de passer un petit moment. Donc, je vais avoir cette chance de passer une heure à peu près avec toi afin de mieux te connaître. Pas de souci. Déjà, écoute, question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, en quelques mots. On va peut-être après être sollicité par d'autres questions pour peut-être répondre plus précisément à tes besoins. Mais oui, pour me présenter, simplement voilà, un homme marié avec 2 enfants, 2 garçons, 42 ans, originaire d'Évreux. Et puis voilà, j'ai fait mes études sur Évreux. J'ai passé toute mon enfance à Évreux, que ça soit voilà vraiment en études ou même avec toutes mes connaissances. Donc voilà, marié à Laetitia, donc qui fait partie aussi du bureau à Saint-Sébastien depuis maintenant quelques années, oui. Qui s'investit aussi dans cette passion. Voilà, pour m'accompagner aussi quelque part, pour passer du temps avec moi et puis avec ce club en fait qui en vaut la peine, quoi. Si on parle un petit peu de ton parcours, déjà dès le début, si je te demande quelles valeurs tes parents t'ont appris. Les valeurs, déjà des valeurs de travail, d'ambition, et puis évidemment les valeurs de respect, d'engagement, vraiment pour vraiment je dirais être bien dans sa peau et surtout être fier de nous-mêmes, fier de notre entourage, fier de notre famille, vraiment des valeurs qui sont toutes simples en fait, tout simplement. D'accord. Tu es fils unique ou tu as des frères et sœurs? Non, j'ai un grand frère. T'as un grand frère? C'est un grand frère. Alors effectivement, toi dans ton entourage, tu n'en as pas forcément connaissance et puis vraiment pas au club non plus, peut-être pas d'ailleurs. Ouais. Les gens autour de moi n'en ont pas conscience autour du club, mais oui, j'ai un grand frère, il a 5 ans plus que moi. Ouais. Un grand frère aîné. Teddy qui habite sur Gravigny d'ailleurs, autour d'Évreux. D'accord. Et tes parents tu as toujours tes parents, j'imagine? Non, justement non. Ah. Non, justement non. J'ai plus mes parents depuis alors maman depuis maintenant quelques années, hein, c'est encore assez frais je dirais. Et mon papa je l'ai perdu très jeune. Je l'ai perdu, j'avais une quinzaine d'années, donc entre guillemets, voilà, j'ai été vraiment élevé dans mon adolescence avec maman et mon grand frère. D'accord. À l'école, t'étais comment? Perturbateur, sage, premier de la classe? Non, pas mauvais élève, plutôt sage, effectivement, plutôt travailleur. Là aujourd'hui j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai fait un BTS juste avant. Diplôme d'ingénieur. Oui, diplôme d'ingénieur, plutôt axé dans la mécanique et puis mécanique production plutôt. Alors dans moi j'ai l'industrie passé en fait. un bac F1. Oui. Alors ce que c'est Alors en fait, juste avant mon école d'ingénieur, j'ai fait un BTS MAI, donc qui est aussi dans la mécanisme et l'automatisme. Donc c'est très lié parce que juste avant j'ai fait mon bac. Alors ce que tu appelles F1, nous ça avait un autre nom, mais oui c'est un bac F1. Bac productique, STI productique. D'accord. Voilà. Ok. Et donc après BTS. Après BTS. D'accord. Et après? Et après donc école d'ingé. Donc tout ça sur Évreux. Donc sur Évreux. Comme je disais tout à l'heure, vraiment j'ai eu alors soit la chance ou la malchance de rester sur Évreux. Non, malchance parce que on connaît pas autre chose, mais chance parce que finalement, de par le vécu personnel de perdre mon papa très tôt, il faut aussi assumer financièrement tout ça. Donc quelque part, tout était autour de moi et ça m'a permis de faire mes études à un certain niveau, sans tout en ayant les moyens pour le faire. Donc ta maman vous a élevés tous les deux tout seul? Exactement. D'accord. Exactement. Et je dirais, du coup, aujourd'hui, ça t'a permis de faire quoi comme métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors aujourd'hui, je suis responsable d'un service client. Alors, service client, c'est assez large comme domaine, mais non, c'est très axé en fait dans l'industrie. Voilà. Je suis dans une entreprise qui
Maintenant, on est 400 personnes, leader de notre secteur d'activité. Donc, on fait de la machine spéciale en fait pour de l'embouteillage. Et donc, je suis responsable du service client maintenant depuis environ 4-5 ans. D'accord. Et donc, dans cette entreprise depuis une quinzaine d'années. C'est quelque chose qui te plaît? Bah non, bien entendu. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Oui. Oui, franchement, bien. D'accord. Et je fais beaucoup de parallèles entre mon monde professionnel et le monde personnel, notamment sur ma passion qui est le foot. D'accord. C'est un métier que tu voulais faire ou c'est quelque chose qui t'est arrivé comme ça, ou tu voulais faire autre chose dans la vie? Je pense comme tous les enfants, à part ceux qui sont rêveurs, qui ont une idée en tête et ils y vont, je dirais, quoi qu'il arrive. La plupart des jeunes, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on se laisse guider par quelques petites idées, peut-être notre relationnel. Finalement, moi, je me suis laissé un petit peu guider par un petit peu ça. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que j'aime faire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai obtenu ce fameux diplôme dans un secteur donné. Ça m'a emmené d'abord dans une première entreprise, et puis après, j'ai évolué gentiment jusqu'à aller faire ce job. Mais oui, c'est pas forcément quelque chose que j'avais imaginé, mais quelque chose qui s'est construit en fait au fur et à mesure du temps. Les étés, tu travaillais? Non. Non? Non. Pour la simple raison, j'ai travaillé un été, je crois 2 mois en intérim. D'accord. Alors, pour la simple raison qu'en fait, je suis parti très tôt sur mes études, notamment le BTS, et mon BTS était en apprentissage. D'accord. Donc, BTS en apprentissage, école d'ingénieur en apprentissage, ce qui fait que pendant 5 ans sur mes études, je dis pas que j'ai pas eu d'été, mais tout comme, en fait, j'étais salarié. Donc, j'avais le droit à mes congés, mais pas forcément eu besoin de travailler sur des petits jobs d'été comme la plupart des jeunes. J'ai souvent l'occasion de te côtoyer et j'ai l'impression que tu es un peu un fêtard quelque part. Je crois que tu aimes ça. C'est le sentiment que j'ai aussi. J'aime bien. Je sais que je pense que tu aimes être entouré. Alors peut-être aussi, tu dois avoir peut-être beaucoup d'amis étant fait ta scolarité, ta vie sur Évreux. Est-ce que tu es... Je sais pas dire si j'ai beaucoup d'amis. Qu'est-ce que beaucoup d'amis en fait? Non, oui, j'ai un certain nombre de connaissances. Des personnes me connaissent mais c'est comme un peu tout le monde. On a quand même si on connaît un certain nombre de personnes, on est quand même sur un petit vivier de personnes qu'on voit régulièrement, que ça soit de la famille proche ou même des amis un peu réguliers, on va dire. Mm-hmm. Mais oui, j'aime bien faire la fête. Parce que je te pose cette question parce que entre ce qu'on peut voir sur le terrain d'un coach peut-être strict aussi, il y a aussi quelqu'un qui a un métier, une vie et aussi qui sait faire la fête, quoi. Oui, parce que quand on est sur un terrain de foot, évidemment, il faut avoir une certaine image. On a aussi à représenter vis-à-vis des joueurs qu'on coach. D'accord. Et puis il y a tout un public autour où on doit avoir quand même une certaine image. Mais oui, il y a un humain derrière le coach, il y a une personnalité et puis tout comme on parlait du travail tout à l'heure, oui, effectivement, il y a un monde où je suis au travail, il y a un monde où je suis au foot et puis il y a un monde où je suis dans ma vie personnelle et c'est peut-être 3 personnalités différentes, oui. Petite question personnelle, je sais que tu viens de dire que tu avais perdu tes parents, ton papa jeune. Je sais que tu as 2 enfants. Quelle relation que vous avez tous ensemble? Est-ce que tu leur apportes peut-être quelque chose que tu n'as pas eu ou... Ça, c'est possible, mais sans doute d'une manière involontaire. Sans doute d'une manière involontaire. J'essaye vraiment d'être moi-même et d'apporter tout ce que je peux pour qu'ils en fait ils aient la meilleure éducation possible et surtout qu'ils soient heureux. Donc ça pour moi c'est hyper important. Je les oriente, je les guide, je les amène, mais jamais je décide pour eux vraiment. Enfin, évidemment qu'on décide certaines choses, mais voilà, je veux pas décider de tout dans leur vie parce que c'est aussi à eux de le construire. Mais non, je suis pas influencé plus que ça par rapport à mon épisode à moi en fait. Mm-hmm. Ou alors je le suis mais sans le vouloir. Mais il n'y a pas une vraie volonté quelque part de m'en servir. Voilà. D'accord. Je sais que tu as un fils qui joue au foot. La question suivante, en fait, c'est comment es-tu arrivé dans le football? Parce que j'imagine tôt, très jeune. Très tôt, très tôt. Enfin, très tôt, non, pas très tôt. Mais... Très tôt, je pense que quand on voit ces images, là, on est quelque part au plus tôt. Au plus tôt, ouais. Je sais pas, je devais avoir. Alors, tu as quel âge? 6 ans. Je pense 6 ans. Parce que ça, c'est les premiers débuts, on appelait les débutants à l'époque.
Ouais. Alors, débutants qui correspondent au U6, U7 maintenant. Mais à l'époque, on avait, je crois, le droit de commencer à 5 ans. Je sais pas si j'ai commencé à 5 ou à 6 ans, je me rappelle plus trop. Alors, qui t'emmène au foot? Tu découvres Bah, le papa, foot bien sûr. comment? Papa t'emmène Papa, au bien foot? sûr. Bah, papa, bien sûr, parce que lui, il était piqué de ça. Il était piqué de ça. Donc, derrière, je dirais, encore une fois, à cet âge-là, on se rappelle plus vraiment les souvenirs, etc. Mais oui, effectivement, quand papa va au foot, je vais au foot, etc. Il y avait le grand frère aussi, qui est lui aussi déjà au foot. Donc, en fait, l'univers foot est déjà là, moi, quand je suis, voilà, à 4, 5 ans, 6 ans. Tu es au milieu, là, je crois? Non. Alors où? Tu m'avais pas reconnu. C'est pour ça que je t'ai dit au milieu. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Ton père, il était piqué de ça, c'est-à-dire? Bah, C'était un joueur? alors il a été joueur, mais il était plutôt, oui, accompagnateur, dirigeant, mais il avait toujours besoin d'être autour du foot. C'était aussi une passion pour lui. Hein. D'accord. Donc, finalement, il m'a transmis cette passion, je ne sais comment d'ailleurs, mais oui, il me l'a transmis. Hein. Et alors? Tu as commencé à 5-6 ans. Bon, pas bon, moyen? Qu'est-ce qu'on disait de toi? Bon élève, j'avais le brassard. Oui, c'est vrai, capitaine. Non, mais après, et je me rappelle, cette équipe, elle était fabuleuse parce que on était vraiment très soudés et puis n'importe qui aurait pu avoir le brassard. C'était vraiment une belle équipe, une bonne pote des potes quoi, vraiment des potes. Et, Donc tu as toujours contact ou pas? non, pas vraiment, pas vraiment. On a eu des contacts assez tardifs parce qu'en fait, on a joué régulièrement ensemble. Ouais. Mais là, plus maintenant, je sais même pas s'ils sont encore tous sur Évreux. Mais non, pas vraiment de contact. Je pense pas, non. Donc tu occupais quel poste? Ah, à l'époque, plutôt défenseur. Défenseur? Ouais. Ok. Alors c'est quoi ton parcours footballistique en tant que joueur alors? Ah, ça commence par là. Voilà. Déjà. Mon club d'enfance, c'est Gravigny, tout simplement. Donc, là, je portais évidemment le maillot de Gravigny. C'est le petit club du village, tout simplement. J'habitais Gravigny, je jouais à Gravigny, voilà, pendant plusieurs années. Après, je vais avoir du mal à donner des tempos, mais voilà, je vais te donner des notions. On va dire que Évreux AC à l'époque où il y avait Évreux AC et ALM, donc plusieurs fois demander à mon père s'il était possible que je les rejoigne. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à un moment donné où j'ai craqué. Donc j'ai dit voilà, tant pis, je vais laisser mon club de cœur, je vais aller grandir dans un club un peu plus renommé pour évoluer. Tu veux dire qu'Évreux avait déjà ce statut de... Alors, ALM, c'était la Madeleine, et puis il y avait l'EAC. Donc, oui, toi, c'était ALM? Moi, c'était EAC. EAC. D'accord. EAC. Donc voilà, après plusieurs demandes, j'ai fini par dire, voilà, on va essayer. Et puis, je sais plus à quel âge, ça devait être aux alentours des minimes de l'époque, hein, j'appelle des noms comme ça, les gens qui vont nous écouter vont dire, c'est quoi ça, minime? Faudrait qu'ils aillent voir sur Internet, mais oui. À peu près en minime, effectivement, qui doivent correspondre maintenant au U15, quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé de rejoindre le AC. Où là, je dirais, j'ai eu une autre formation. Avant, c'était un petit peu le club d'enfance où tu joues avec tes copains et tu t'éclates. Mm-hmm. Et là, c'est très important. Je fais le petit parallèle à aujourd'hui où, à ces âges-là, en fait, il faut s'amuser plutôt que de voir la compétition. Et c'est ce que j'ai vécu et je regrette rien. Et après, donc, je suis passé en minime où j'ai commencé à avoir de la vraie formation, pédagogie foot, etc. Une autre façon de se faire coacher aussi, puisque là maintenant on avait des éducateurs un petit peu plus diplômés. Et là j'évolue, je fais plusieurs années à Évreux, jusqu'à arriver en junior à l'époque. Même pas, c'était les moins de 18 à l'époque. Et puis là il faut passer senior. L'équipe de l'époque était en division d'honneur. Un entraîneur d'équipe première qui me regarde sans trop me regarder, je me dis si c'est pour passer en senior et puis peut-être avoir un petit coup d'arrêt, je préfère retourner dans mon club de cœur à Gravigny pour dire je vais avoir du temps de jeu. Et comme ça, c'est important pour moi de jouer avant de pouvoir, parce que si on veut progresser, on est sur un banc de touche ou à la maison, ça sert à rien. Donc j'ai souhaité d'abord jouer. Donc je refais 1 an à Gravigny, ma première année senior, et je fais une saison. Je suis un peu humble, mais je fais une grosse saison. Où je suis le petit jeune parmi des anciens. Et tout me réussit cette année-là. Tout me réussit, tout ce que je fais, ça marche. Et puis finalement, Évreux me rappelle.
voilà, en me disant, bah, c'est le moment, il faut que tu reviennes. Là, maintenant, il s'est passé un an où vraiment t'as joué. C'est un petit peu mode pro avec les prêts, en fait, finalement. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, je repars à Évreux. Et donc là, je joue en division d'honneur. Donc là, maintenant, je joue régulièrement, alors pas tout le temps, mais régulièrement en division d'honneur. Donc voilà, j'alterne finalement ma carrière entre mon club de cœur et mon club formateur. Et puis après, je joue régulièrement pendant des années en division d'honneur jusqu'à atteindre la CFA2 de l'époque, qui correspond au National 3 maintenant, où on monte. Et puis pour la petite anecdote, en fait, on obtient notre montée face à notre prestigieux adversaire, donc la LME, ouais, pour la petite anecdote, sur son terrain. D'accord. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Que vous remportez le match. Oui. Et on obtient notre montée. Je ne marque pas. Et en fait, non, effectivement, on ne gagne pas. Et en fait, on fait juste match nul. Ce jour-là, il me semble que c'est match nul. Mais en fait, il fallait juste, d'un point de vue réglementaire, qu'on ne perde pas et qu'on ne prenne pas le carton. Et là, ça suffisait au niveau mathématique pour accéder à la CFA2. Donc, tu as quel âge à ce moment-là déjà, quand tu rentres à l'EAC, que tu fais ça, tu fais ta grosse saison, c'est quelle année? Tu as quel âge? 18, 19 ans. Je sortais des 18, je fais une année en senior, donc là, allez, 20 ans peut-être. Tu es encore en études? Oui. Donc là, après, tu poursuis, tu fais études et tu travailles? Non, tu es encore Là, je suis à ce moment-là, je suis encore en études, justement, dans mes épisodes d'apprentissage, où comme j'ai la chance d'être à Évreux, bah, finalement, je peux associer mes études, mon boulot, l'alternance, et donc le sport. D'accord. Une vision, tu veux devenir un footballeur professionnel parce que tu joues, parce que c'est un gros niveau quand même, CFA, enfin, National 3. National 3, tu touches un peu de sous ou non? T'es payé? Pas payé? Juste des primes. Des primes comme tous les clubs de ce niveau-là, en fait, des primes de victoire, primes de match nul, mais non, pas une envie spécialement d'être professionnel, puisque très vite j'ai compris que c'est un monde particulier avec très peu de chance. Il faut être vraiment là au bon moment quand il faut. Et non, une envie d'aller le plus haut possible, bien évidemment, mais pas une envie. Très conscient en fait qu'on pourrait pas, ou il y a très peu d'élus en fait pour être professionnel. D'accord. Et si on parle un petit peu de, tu suis le football à ce moment-là, tu te repères par rapport à des joueurs de l'époque, tu suis les matchs de football. Alors t'es un passionné ou t'es juste tu viens parce que c'est un loisir et que tu es bon, ou tu es un passionné de football? À cette époque-là, je dirais quasiment toute ma carrière, mais je loupe jamais un entraînement en fait. D'accord. Je loupe jamais un entraînement. Moi, si je suis blessé, je suis mort. D'accord. Donc non, je suis passionné, je suis très passionné, ce qui fait que je peux rien louper, aucune séance, aucun match. Et c'est pour ça aussi, moi, je pouvais pas rester sur un point de touche ou non sélectionné. Je préférais reprendre à un niveau peut-être un peu moins pour justement donner du temps, faire mes preuves. D'accord. Et c'est un choix qui a été payant, puisque ça a été qu'une étape intermédiaire pour me faire évoluer. Donc non, très passionné, mais très lucide aussi sur le fait que je serais pas professionnel. D'accord. Le monde du football, tu le suivais à la télé, beaucoup, pas beaucoup. T'avais une équipe de cœur. Oui. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de cette passion autour du football, bien en évidemment. dehors des terrains, un peu, mais. Évidemment, quand on est joueur de foot, on a forcément un œil sur les professionnels, sur la télé, sur la Ligue 1, enfin Division 1 à l'époque. Division 1 à l'époque, mais oui, évidemment, désolé, je suis pour Marseille. Je suis pour Marseille, mais en fait, en soi, je suis parce qu'en fait, à cette époque-là, il y a aussi toute cette effervescence qu'il y a autour de Marseille, et ça m'attire naturellement, tout simplement. Donc oui, je me suis mis à apprécier Marseille et puis à les suivre depuis maintenant des dizaines d'années. Ouais. D'accord. Dizaines d'années, 90, 80, 93, c'est la victoire. Ouais. Mais tu les suivais un petit peu avant, quand même, ou tu les as suivis après leur victoire? Je suis de 82, donc si tu calcules un petit peu, 82, 93, allez, une petite douzaine d'années. Donc je suis très conscient de ce qui se passe en 93. Et donc évidemment que
allez, je dirais, je les ai vraiment suivis de peut-être 1, 2, 3 ans avant cette année, quoi, depuis les années 90. Alors, j'ai pas réussi à mettre la petite vidéo parce que je voulais l'intégrer au PowerPoint. Bon, enfin, c'est la petite anecdote, j'ai pas réussi. Je t'ai posé, je t'ai demandé de préparer quelques petites questions et notamment le but qui t'a marqué. Tu m'as répondu à un but PSG Nîmes. J'ai vu le but, c'est une bicyclette Ouais, comme extraordinaire. Alors c'est bien d'avoir choisi PSG, je te remercie. je savais. Mais comme quoi, passionné du foot. J'adore Marseille, mais j'y arrive contre Paris. Non, mais oui, ce but-là, je dirais ces buts-là. Je t'en ai choisi un. Oui. Mais c'est surtout ce personnage-là qui était quelque part un habitué de ce genre de gestes techniques. Eh oui. Moi, les beaux buts. Alors on parle d'Amara Simba. Ouais. Alors Voilà. je vais effectivement. Oui, on parle d'Amara Simba parce que tu m'as évoqué pour moi quel beau but je pouvais garder et te partager. Moi, il y a deux façons, hein, je te l'ai dit, il y a deux façons de voir le but, parce que des buts, on en voit plein tous les week-ends à la télé, que ça soit dans le foot amateur, que ça soit dans le foot professionnel. Mais celui-ci, il m'a marqué parce que le geste technique individuel, il est dur, il est joli, et lui, il le faisait d'une manière très fluide, et en plus régulièrement en match. Et donc, c'est pour ça que je t'ai donné celui-là, là, je crois que c'était PSG Nîmes en Oui, 91. Donc, si tu arrives 10 ans. Ouais. Et celui-ci, il marque, en fait. Oui. Ah oui. Il marque, et bon, voilà, il est très joli ici, il y a pas photo. Moi, je suis un fan du PSG pour plein de raisons. On va peut-être arrêter l'interview. Mais je me souviens de ça parce que je l'ai vu à la télé et on est dans l'actualité actuellement et le commentateur ou celui qui fait le reportage chez Didier Rostand, Oui. on peut obligé de passer un petit peu Bien par sûr, l'actualité. bien sûr, petit Donc, hommage à lui Bien aujourd'hui. sûr, petit hommage, évidemment. Tu as quelque chose à dire sur lui un petit peu parce que c'est vrai qu'il était fan du foot amateur. Ouais. Euh, Alors moi, j'ai pas mémoire de lui spécialement par rapport à ma carrière de footballeur et ma jeunesse. Par contre, récemment, je le voyais régulièrement parce que en fait, je regarde beaucoup l'équipe TV. Moi aussi. Et bien évidemment que j'arrête pas de le voir partout à la télé. Moi aussi. Et j'adore ses chemises. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai que quand on regardait Téléfoot, nous, on en reparlait encore parce que tu vois, moi, j'ai des amis que je connais depuis l'âge de la maternelle. On est toujours en contact ensemble. J'ai 49 ans. Et quand il est parti, on a un groupe WhatsApp et on est 6 dessus. Et on a échangé et on se rappelait ces reportages qu'on avait vus ensemble parce que on passait des soirées ensemble et on allait dormir chez les uns et chez les autres. Le matin, on ratait pas Téléfoot. Ah bah oui, Téléfoot de l'époque, je suis d'accord. Et on regardait et c'était une autre façon de faire des reportages et honnêtement plus jamais j'ai revu ça. Alors les yeux dans les bleus se rapprochaient de ce qu'il faisait mais de 98 mais après ça a été c'était spécial quand même. Donc foot amateur. Il adorait ça. Et je vais te poser une question après tout à l'heure. Alors, je rebondis d'abord sur un truc parce que tu es pour Paris. Mais tu sais que dans mes jolis buts, j'ai retenu un match, un but contre Paris. Oui, tu viens ou pas? Oui. Non, PSG. Voilà, celui-ci en 94-95, je l'ai retenu parce que celui-là, il me parle parce que c'est pas un but individuel. Pour moi, le foot, c'est un sport collectif. Et celui-ci, il représente bien ce qu'est le sport collectif parce que cette action, elle est collective, il y a de la technique individuelle, il y a les joueurs, ils sont forts individuellement, mais associé dans une action, donc ce but collectif, au-delà de la frappe qui finit et le beau but en lui-même, toute la préparation avec ce double 1-2 là, Loco Perros, magnifique celui-là, tu pourras le mettre au montage. Je le mettrai. Il est magnifique. Justement, quand on parle un petit peu de ce jeu collectif, on va revenir un petit peu là-dessus un petit peu plus tard dans les questions. Mais pour finir avec Didier Rostand, il disait que aujourd'hui le football avait un peu changé. C'était on mettait plus le système en avant plutôt que le talent, alors qu'avant c'était le talent qui primait plutôt que le système. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis assez d'accord.
Avant, on mettait en avant effectivement assez facilement les talents. Et quand tu regardes dans les interviews et dans toutes les émissions, on parlait du joueur en lui-même, le joueur individuellement qui élimine un autre adversaire, le beau but, etc. Il y avait le fameux top but dans Téléfoot parce qu'en fait, on individualisait les choses par le talent individuel des joueurs. Maintenant, aujourd'hui, quand tu écoutes toutes les émissions de télé, on va parler de business, on va parler de structure, de finances de club. Il est où le foot en fait? Et ça, des fois, ça me pose un peu problème. Et notamment là, en ce moment où on voit tout le business qui se passe autour de Kylian Mbappé qui est parti, et ben il y a encore des discussions sur Kylian n'est pas arrivé. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on a changé d'air. Le foot a changé, comme il dit. C'est ça. Le foot a changé, mais oui, auparavant on regardait le foot vraiment pour le sport en lui-même, et aujourd'hui, toutes les émissions c'est tourné vers les business models, vers oui, toute la structuration du foot, tout le business qui va se passer derrière, et ça me gêne un peu en fait. C'est un peu des fois ce qui m'épuise de ce sport. D'accord. J'aime bien revenir sur des choses qui sont très très terrain en fait. Alors quand on parle d'épuisement, alors je vais pas dire que tu as été épuisé d'être joueur, mais maintenant tu n'es plus joueur, et la suite, c'est la question qui vient, parce que c'est l'objet aussi de notre rencontre, c'est comment et pourquoi tu es devenu coach. Alors, dans ces épisodes-là, j'ai goûté au coaching. J'ai goûté au coaching de temps en temps, alors évidemment pas très jeune à 5 ans, mais je sais plus quel âge, milieu d'adolescence, j'ai passé mon premier petit diplôme d'entraîneur et j'ai pu déjà coacher à l'EAC à l'époque. Donc en fait, je faisais ça également en plus. Après mes études faisant, j'avais plus trop le temps, donc j'ai pris du recul là-dessus et j'ai poursuivi par priorité le reste. Mais j'ai toujours gardé en tête l'idée de transmettre ce que j'aimais, avec tout ce que je pouvais avoir appris, vu, vécu. Et donc finalement j'ai passé le cap, quoi. J'ai passé le cap. Alors à quel moment? C'est ça qui t'intéresse aussi. Comment j'ai passé ce cap-là? Eh oui. Parce qu'à un moment donné on vieillit. Non, j'approche à peu près à ce moment-là, j'approche des 35 ans, il y a le nombre des vétérans qui m'appellent, mais j'ai pas envie d'y aller. En fait, t'es senior jusqu'à 34, 35, 36 ans, je sais plus. Ah oui, quand même. Oui. Et à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, évidemment, c'est est-ce qu'on continue en senior, est-ce qu'on passe en vétéran, est-ce qu'on arrête? Toujours dans le même club? Non, après Évreux, j'ai fait quelques petits clubs derrière, des clubs, pour un peu de fin de carrière où on essaye d'allier un peu de bon niveau et puis malgré tout une ambiance aussi. Et parce que l'ambiance est très importante. Ouais. Et donc oui, j'arrive sur une fin de carrière, si on peut parler de fin de carrière à 35 ans, où il y a toujours en tête cette idée de vouloir transmettre ce que j'aime et ce que je fais et y passer du temps. Ouais. Et ma dernière année de joueur, je me blesse une fois, je reste 2 mois à la maison. Alors, j'ai pas eu de grosses blessures au foot, je croise les doigts, on sait jamais. Mais oui. J'ai pas eu de grosses blessures, j'ai eu cette chance. J'ai toujours eu des blessures bénignes. Et cette année-là, claquage à une cuisse, et qui soigne difficilement. Je mets 2-3 mois. Je reviens, premier match que je rejoue, claquage à l'autre cuisse. Alors, est-ce qu'on peut parler de malchance? J'en sais rien. Là, je me dis que cette année, c'est peut-être un signe. Écoute ton corps, ça fait, t'as à peu près 35 ans, tu joues, depuis 30 ans, t'as jamais eu de grosses blessures, c'est peut-être le moment ou jamais de dire, fais autre chose, lance-toi sur autre chose. Et à ce moment-là, en fait, le coach, mon coach de l'époque, il arrête. Il arrête parce qu'il a un autre projet et il tourne la page sur cette équipe-là. Et il me tend la main, il me dit, c'est le moment, c'est maintenant, je te le donne. Prends l'équipe et vas-y. Alors au début, c'est pas facile à 35 ans d'aller coacher, alors sans même les diplômes à l'époque. Hein. Oui. Et puis je me dis, essaye, tu verras bien, si ça te plaît pas, t'arrêtes, tu recommences à jouer. Et puis finalement, c'est comme ça où je suis passé de l'autre côté de la ligne blanche. Donc, alors, t'es en train de me dire que t'es passé directement coach de senior? Oui. Je suis passé coach de ma propre équipe. D'accord. Tu n'as pas fait de petites catégories. Comme je t'ai dit, en adolescence, j'y avais goûté un peu des petites catégories, mais ça m'a pas fait 20 ans. Tu vois, c'était des petits épisodes. D'accord. Mais là où j'ai vraiment basculé dans le coaching, c'est à ce moment-là, en fait, où je passe de l'autre côté de la ligne,
parce que je sens que c'est le moment pour moi de dire stop, tout en me disant peut-être que je vais regretter. Et je le fais, je le tente. Je dis c'est peut-être un signe maintenant. Il y a les 2 blessures, il y a l'âge, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné c'est maintenant. Je le tente. Et donc tu deviens coach. Déjà sans diplôme, tu as des résultats ou tu n'en as pas de résultats? Première saison, première descente. Première expérience. Oui. Parce que en fait, on apprend beaucoup de nos échecs. Et peut-être que c'est à ce moment-là que tu dis il faut que je me forme ou pas? Oui et non en fait. Oui, bien évidemment, il fallait passer par de la formation. Mais en fait, ce moment-là, c'est une saison très difficile évidemment. Mais j'apprends énormément sur l'humain, sur le foot, sur le coaching, sur plein de choses. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je descends avec cette équipe-là. À la fin de l'année, un autre club me demande en tant que coach. Et là, je me dis, mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience, je viens de descendre. C'est quoi le deal? Et tout simplement, en fait, pour avoir après échangé avec ce deuxième club, en fait, c'est moi qui voulais, c'était pas le coach en fait, c'était ma personnalité, c'était mon expérience de joueur, c'était surtout ce que j'avais envie de faire, et puis surtout ce qui m'a interpellé, c'est aussi pour ça que j'ai dit oui. Ils ont dit, tu viens de perdre une fois, tu perdras pas 2 fois, t'as appris beaucoup. Et en fait, j'ai pris ce deuxième projet. Quand tu dis ta personnalité, tu pourrais te définir comment? Parce que si tu dis ce mot-là, c'est que tu as une idée de ta personnalité justement, ou peut-être qu'on te l'a dit? Non. Non, quand je disais ils veulent ma personnalité, ils souhaitent ma personnalité, c'est parce qu'en fait ils me connaissent aussi à travers moi joueur. Quoi. Mm-hmm. C'est ça qu'ils avaient envie parce que en fait comme ils me connaissent en tant que joueur, ils se disent voilà, si cet esprit-là leur va bien, pourquoi ça n'irait pas en coach en fait. Donc c'est plutôt là-dessus qu'ils parient. Alors tu passes tes diplômes, je vais pas dire un diplôme parce que je sais que tu as un BEF, mais tu vas pas passer le BEF directement. Non, rassure-moi. Alors, la trajectoire, c'est quoi? Ouais, c'est un épisode assez compliqué. Donc ça part en fait finalement chronologiquement de ce deuxième club. Ce deuxième club, encore une fois, à ce moment-là, j'ai pas encore besoin de mes diplômes pour entraîner au niveau où j'entraîne. Régional 3. Pour la petite histoire, je finis deuxième, oui, à 1 point du premier. Oui. Donc, comme quoi, une année se ressemble pas. Hein. Non, mais voilà, j'ai pas encore besoin de mes diplômes à ce moment-là. Mais plus j'avance, plus je me dis j'ai besoin de cette théorie pour que je l'associe à tout mon vécu, ma trentaine d'années, enfin, je sais pas, mais la trentaine d'années de joueur. Il faut que je l'associe à de la théorie. Il faut que je puisse ajouter ça. Mais le problème, c'est que ça prend du temps de se former. Et comme je me suis pas formé suffisamment pendant mes études, là, ça passe par le BMF. Le BMF, c'est 5-6 semaines. Alors quand toi, tu n'as pas forcément les congés, c'est difficile de passer le cap. Je connaissais des gens au district, et en fait, ils arrêtaient pas de me dire, mais viens te former. Je leur dis non, je peux pas, parce que j'ai pas le temps. Par contre, le jour où je viens, je vais faire le BMF d'entrée. Puis finalement, à un moment donné, je me dis, ça y est, il faut que je m'inscrive. Alors forcément, il faut discuter avec Laetitia, parce que ça a un impact sur la vie personnelle. C'est du temps. Et alors c'est par rapport au congé, mais aussi du temps personnel pour s'investir le soir, faire des travaux, etc. Donc voilà, je passe le cap du BMF. Et puis voilà, ça se fait plutôt correctement, donc je l'obtiens à la fin de cette année. Et là, tu es dans quel club? Alors le BMF, je le fais à Saint-Sébastien en fait. D'accord. Je le fais à Saint-Sébastien. Alors si je me souviens bien, je le fais parce que en fait ça va devenir une nécessité. On en parle d'un point de vue administratif sur la régionale 3, donc ça va devenir une nécessité à un moment donné. Donc je me dis voilà, il va falloir que voilà. Ouais. Et donc j'ai la chance d'avoir Saint-Sébastien qui me propose de m'accompagner sur cette formation-là, parce que ça a aussi un coût. Donc mon investissement à Saint-Sébastien déclenche quelque part l'envie à Saint-Sébastien aussi d'investir sur moi sur le moyen long terme. Mm-hmm. Et puis ensemble on décide de faire ce BMF. BMF et ensuite BEF. Oui. Alors en fait c'est un peu comme les études où je t'expliquais que je suis un petit peu le mouvement et ce qui m'attire au fur et à mesure.
Le BMF m'a beaucoup plu. Et puis je me suis dit, à la fin du BMF, peut-être que plus, finalement. Alors, on sait tous qu'après le BMF, il faut un temps d'expérience pour pouvoir aller au BEF, puisque les places sont comptées également. Et les éducateurs de la Ligue me tendent la main. Plusieurs fois. Puis à un moment donné, je leur dis, si vous pensez que j'ai ma chance d'entrer au BEF, vous me le dites, clairement, et je vais y réfléchir, mais peut-être que je m'inscrirai. Et en fait, toujours avec des allusions, ils me tendent la main. Donc forcément, discussion là, à un moment donné, parce que la vie personnelle, Saint-Sébastien, le coût, etc. Donc il y a toute une réflexion. Et puis finalement, je me dis encore une fois, c'est maintenant ou jamais. Il y a une opportunité qui s'ouvre à moi, donc on va regarder. Et puis et après, je trouve une alternative qui peut quelque part convenir à tout le monde, c'est de passer ce BEF en 2 ans. Ça, c'est aussi une alternative qui est proposée sur une minorité de personnes. Mais là, j'ai pris mon courage et puis j'ai été voir les personnes de la Ligue en disant, ok, moi je vais m'inscrire. Par contre, attention, le deal, je m'inscris sur 2 ans. J'irai au bout, mais sur 2 ans. Comme ça étale ma formation. Et puis finalement, test d'entrée, puis je suis reparti. Donc une année de BMF, plus 2 années de BEF dans la foulée. Donc ça fait 3 ans de formation très épuisante, parce que ça prend beaucoup de temps. Même pour la vie personnelle, on parlait tout à l'heure de la vie personnelle, il y a eu un impact évidemment sur Laetitia, sur Maël, sur Léo, puisque c'est moins de présence. Et puis quand je suis présent, mais je suis pas là, parce que je suis toujours en train de préparer ces diplômes-là. Et ils ont été très patients. Et aujourd'hui, ça paye, parce que j'ai mon BEF, je suis fier de l'avoir eu, je suis fier de mon travail. Et puis eux, je pense qu'ils sont fiers de moi aussi, parce que j'ai accompli ça, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé à être diplômé aujourd'hui. Donc BEF, ça te permet d'entraîner à quel niveau, jusqu'à quel niveau? Jusqu'à Régional 1. Aujourd'hui, Régional 1. D'accord. Alors, Régional 1, d'un point de vue réglementaire, hors promotion interne, hors dérogation, etc. Donc ça veut dire que si un jour tu emmènes une équipe en National 3, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore le droit. D'accord. Ouais. BEF, en fait, je peux entrer jusqu'à Régional 1. Et si je monte avec mon équipe de Régional 1 en National 3, j'ai encore cette possibilité-là d'utiliser mon diplôme. Tu sais qui récemment a eu un BEF? L'équivalent en Italie. Cet homme vient d'avoir son BEF il y a 2 jours. Voilà, comme ça, j'en sais rien. Un joueur qu'on a aimé un peu, oui, Franck Ribéry vient d'avoir son BEF. Il passe ses diplômes, il a aussi à parler. L'équivalent italien du BEF. Oui, parce que il vient de l'avoir. Oui, alors il y a 2 jours. Il n'y a pas d'équivalence, parce qu'en fait, le BMF et le BEF sont des diplômes reconnus en fait européens. Mmh. Donc en fait, ça porte un autre nom, si tu veux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça porte un autre nom, mais c'est des diplômes reconnus professionnellement et européens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux prétendre aussi partout en Europe, entre guillemets, à ce niveau-là, à utiliser mon diplôme, en fait. Forcément, quand on est diplômé, on est quand même un meilleur entraîneur. Et pour toi, c'est quoi, du coup, les qualités d'un bon entraîneur? C'est vaste. Il en faut un paquet de qualités. Mais je vais vraiment accentuer sur quelque chose que je t'avais écrit dans ma préparation. C'est pour moi aujourd'hui un vrai bon entraîneur, et c'est la qualité première dans le monde où on vit. C'est une qualité humaine et une qualité de manager. Aujourd'hui, si tu n'as pas ça, je pense que c'est difficile d'entraîner. Manager, tu parles de leader ou c'est un tout, enfin. Oui. Alors en fait, c'est déjà s'occuper de l'humain avant de s'occuper du joueur. C'est la première chose. Et comme tu dis, après être manager, c'est aussi être leader et emmener une équipe. Voilà, c'est aussi humainement que tu l'emmènes. Tu ne l'emmènes pas que par le coaching pur terrain. Et ça, mes diplômes me l'ont montré, mais mes expériences me l'ont montré également. J'ai eu par le passé des équipes qui étaient très fortes intrinsèquement, où j'en ai rien fait. Par contre, des équipes qui étaient individuellement moins fortes, collectivement, je suis monté de Régional 3 en Régional 2, par exemple. Voilà, ça c'est un bel exemple. Et après, l'autre exemple que tu vois à l'échelle un petit peu plus professionnelle, c'est tous les coachs mentaux qui arrivent dans les staffs
où là, on est clairement dans l'aspect humain, l'aspect mental des choses. Et aujourd'hui, le foot s'oriente aussi vers ça. C'est pour ça que, au-delà de l'aspect purement terrain, sportif, technique du football, pour moi, il faut absolument avoir des qualités humaines et de manager. Sinon, tu t'en sors pas. Des fois, on dit qu'un match, ça se gagne dans les vestiaires. Est-ce que, par exemple, tu pourrais reconnaître sur une poignée de main un bon entraîneur d'un mauvais entraîneur au niveau de tes adversaires? Peut-être la façon dont il parle, il se comporte peut-être avec ses joueurs. Est-ce que, ou même des fois, est-ce que ça peut se jouer sur le banc en disant ouais, ok, c'est bon, j'ai compris comment il coach. Énormément. Je fais mes matchs pas que contre mes adversaires joueurs. Je fais mes matchs contre l'entraîneur en face. Déjà, je sais qui, enfin, pas tout le temps, mais je sais qui je vais avoir en face de moi en tant que coach. Je connais un peu ses pratiques, je connais ses projets de jeu pour certains. Et stratégiquement, je sais ce qu'ils font, je sais ce que je peux demander à mon équipe. Donc, il y a aussi un jeu d'échecs par rapport au coach en face. Et parfois ça paye, parfois ça paye pas. Et pendant le match, il y a effectivement aussi des actions en face du coach, et il y a les miennes. À quel moment je dois changer, à quel moment je m'adapte, ou est-ce qu'il s'adapte à moi. Donc il y a un jeu, il y a une rivalité. Maintenant, de dire, est-ce que sur une poignée de main, un regard, etc., je sais dire si c'est un bon coach? Pas sûr. Je sais pas sûr. Je suis pas sûr de le dire. Alors quand tu dis tu vas t'adapter, tu vas changer de jeu, c'est-à-dire que tu as un système de jeu que tu préfères ou pas, ou est-ce que tu es capable de changer de système de jeu? Alors quand je dis changer de système de jeu, ça veut dire que pendant tes entraînements, est-ce que tu testes plusieurs systèmes de jeu, tu t'adaptes à ton équipe? J'ai un projet de jeu qui est défini, qui est clair, qui est assez étoffé dans ma tête. D'ailleurs, il est couché sur mon BEF, du moins en partie, parce que ça va encore évoluer. Donc, je t'invite à le lire si tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Il est intéressant. J'ai pas eu accès, je n'ai pas su aller les chercher. Alors, je vais te le donner, mais c'est bien parce que tu peux voir à travers un papier ce que j'ai moi dans ma tête en termes de philosophie de jeu, de projet de jeu. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai cette ligne directrice, mais encore une fois, un bon coach, c'est un coach aussi qui sait s'adapter. Et si je reste avec ces idées-là, je peux mourir avec ces idées-là. Donc, voilà, je le remets toujours en question, ce projet de jeu, alors que ça soit sur du moyen long terme, pour le faire évoluer, et aussi par rapport à tout le contexte qu'il peut y avoir autour de l'équipe que je gère, mais aussi par rapport au match à l'instant T, bien évidemment. Je peux avoir, moi, des préférences, mais si mes préférences, elles collent pas, je dois m'adapter absolument. Et d'ailleurs, dans mes plans de jeu du week-end, il y a toujours une partie d'adaptation qui est liée au match d'avant, au match d'après, au match pendant. Alors, je sais pas s'il va falloir couper cette scène, parce que si demain, nos adversaires, ils vont aller voir ton plan de jeu. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu je connais, alors, par le BEF, je connais le coach de l'équipe qu'ils ont battu au tour d'avant. D'accord. Et donc, forcément, j'ai déjà des éléments pour demain. Et donc, je sais ce que je vais demander à mon équipe. Ah oui, carrément. Ouais. Mais alors, comment tu fais pour choisir, justement, tu vas mettre une tactique, comment tu fais pour sélectionner tes joueurs? Parce que par rapport à cette tactique, est-ce que tout le monde peut répondre à cette joueur? Est-ce que tu as une réserve suffisamment importante pour te dire, je vais mettre ça comme tactique, il faudrait plutôt ce joueur-là, plutôt, ça doit être aussi compliqué de se dire, il faut que je choisisse une tactique, mais il faut aussi que j'ai les joueurs qui vont avec, quoi. C'est la difficulté, justement, du coaching. La difficulté du coaching, elle est là. C'est de dire, aujourd'hui, en face de moi, j'ai une équipe alors je prétends pas connaître sur le bout des doigts, mais où j'ai des éléments. Après, à côté de ça, j'ai mon équipe où j'ai des éléments. Quels sont nos points forts, nos points faibles? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles? Comment j'associe ça? Et évidemment, les joueurs choisis, il faut que j'utilise leurs caractéristiques du moment, parce que c'est pas parce que les caractéristiques du joueur, c'est ça, dans sa généralité, elles peuvent convenir que demain elles conviendront. Il suffit que le joueur soit en méforme ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est toute la difficulté du coaching, c'est faire les bons choix au bon moment, mais sur la globalité de l'équipe. Alors ça veut dire qu'aussi que dans ton recrutement, tu tiens compte de déjà de tes systèmes, de tes différents systèmes, et dans ton recrutement, tu recrutes en fonction de ça, quoi. Alors c'est la difficulté également au niveau régional. C'est-à-dire que si on se positionne à un niveau national, voire professionnel,
le coach vient, moyennant un certain budget, et recrute par rapport à ses idées les joueurs qui vont avec. Nous, en région, même si on essaye de faire ça, on essaye d'abord de recruter les joueurs par rapport à certains niveaux, à un état d'esprit, mais c'est difficile d'avoir pile poil le joueur qui va rentrer dans ton projet de jeu. Parce que déjà, on n'a pas tout un staff pour aller auditer ces joueurs-là en amont, donc on peut se tromper. Donc il faut forcément qu'au niveau régional, on ait une idée directrice, mais qu'on s'adapte un tout petit peu. Mais ça serait une bêtise de dire je garde toujours le même système, avec la même philosophie de jeu, si mes 20-22 joueurs à côté ne savent pas le jouer. Au niveau professionnel, c'est différent. Les joueurs vont forcément s'adapter. En région, on n'a pas non plus le même niveau d'implication en termes de nombre de séances et autres dans l'année. Donc c'est difficile quelque part de modeler rapidement notre équipe. Et qu'est-ce que tu demandes comme qualité à un joueur justement quand tu le recrutes ou pendant qu'est-ce que tu recherches comme qualité chez un joueur? J'imagine que c'est à partir de ces qualités-là que tu vas le mettre dans ce système. Et une autre question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'au moment du recrutement, tu parles de ton projet aux joueurs? Alors je réponds à la deuxième d'abord. Oui, je parle du projet aux joueurs, puisque ce qui est important pour moi, c'est que le joueur il vienne parce qu'il a envie de mon projet. Je veux pas qu'il vienne pour autre chose. Voilà, il vient parce qu'il a un contexte à Saint-Sébastien, il y a un contexte environnemental, il y a aussi le staff, mais il y a aussi mon projet de jeu. Si le joueur n'a pas envie de jouer dans mon projet de jeu, ça va être difficile pour lui de durer toute l'année. Donc bien évidemment. Après mon recrutement, ce que je regarde chez les joueurs, bien évidemment, c'est sa technique individuelle, sa capacité athlétique, d'autres caractéristiques encore. Mais encore une fois, depuis les dernières saisons où j'ai beaucoup appris sur l'aspect humain des choses, et je reboucle sur la notion de manager, c'est que je regarde aussi son état d'esprit. Aujourd'hui, c'est plus profitable pour moi d'avoir un joueur qui a peut-être de moins bonnes qualités intrinsèques dans les cadres dominantes, mais par contre un joueur qui est très investi, très engagé, très motivé, à l'écoute, prêt à progresser, avec un gros potentiel, puisque là, quelque part, c'est facile pour un coach de l'emmener où on veut, plutôt que quelqu'un qui a peut-être des qualités intrinsèques encore plus fortes, mais par contre, il les utilise pas à un quart. Et là, quelque part, c'est un petit peu le loup dans la bergerie, parce que tous les autres autour, ils vont voir que cette personne-là, elle a des super qualités, mais elle les met pas au service du collectif. Donc là, c'est pour ça que moi, j'accentue beaucoup mon recrutement sur la personnalité maintenant. Je dirais que tu as quand même un vivier en tant que jeune aussi, parce que tu as le recrutement, mais tu as ces générations chez nous qui montent, des U18, voilà. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas tout intérêt à venir voir comment tu joues, comment ton système pour s'adapter, ou il faudrait qu'il y ait un projet global club qui s'adapte à ton système, mais on ne sait pas combien de temps tu vas être à Saint-C. Non, un bon joueur, c'est aussi un joueur qui sait s'adapter à son coach. Les joueurs n'auront pas toujours le même coach pendant des dizaines d'années. Donc il doit savoir s'adapter. Ça, c'est inévitable. Après, pour revenir sur la jeunesse, oui, moi, mon groupe senior, aujourd'hui, c'est 23 ans de moyenne d'âge sur les 45 joueurs. Donc c'est jeune, c'est une volonté pour pouvoir aussi avoir une notion de formation. On utilise nos jeunes au club, bien entendu. Maintenant, c'est toujours difficile de récupérer les jeunes du club, puisque eux aussi, ils ont leurs études et des fois, ils doivent se déplacer. Ils sont sollicités par d'autres clubs. Mais ouais, la volonté, c'est quand même d'avoir des jeunes joueurs chez nous. D'accord. Je sais que tu es au conseil d'administration, enfin de comité directeur. Les termes sont importants. Comité directeur. Est-ce que tu es rentré aussi parce que tu as une idée en plus de faire évoluer ce club d'un point de vue sportif, de manière à pouvoir accentuer sur la progression d'un joueur, ou si on fait un global un petit peu de tout ça, est-ce que pourquoi je suis là? Ouais, mais voilà, est-ce que quelque part tu veux aussi emmener le club à peut-être emmener, enfin je sais pas si c'est emmener plus haut le club au niveau national, c'est peut-être pas l'idée, mais dans un optique de formation plutôt que dis-moi, progression, performance, travail du bas de l'échelle jusqu'en haut, tout ça c'est lié en fait.
Alors, je sais pas si ma question Non, est claire. elle est très, elle est très claire. Je sais pas, je vais y répondre et tu me diras si moi, ma priorité, c'est le coaching. C'est ma fonction numéro 1 au club. Et ça, je perds pas le cap. Il faut pas que je me perde. Voilà. Ça, c'est la priorité. Après, j'ai souhaité rejoindre le bureau, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que j'ai envie de m'investir à Saint-Sébastien au-delà du terrain, pour structurer le club. Donc, tout ce que je peux faire pour aider Saint-Sébastien dans le temps qui m'est imparti, je veux le mettre en avant. Voilà. On est encore un petit club régional et on a encore besoin de se structurer puisqu'on a évolué très très vite, mais notre structuration n'a pas suivi, à mes yeux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est simplement que, voilà, aujourd'hui, j'ai envie aussi d'apporter conseil simplement aux personnes qui sont dans ce bureau, et non pas prétendre tout savoir, mais simplement, voilà, mettre ma petite pierre pour que je partage un petit peu mes idées. Et qui sait, peut-être des idées sont pas forcément toutes bonnes, mais peut-être d'autres sont à prendre. Donc voilà, mon idée, c'est surtout de venir et de dire, voilà, plutôt que de penser et dire des choses derrière, et moi, je vais venir les dire devant tout le monde. Et puis, on prend ou on prend pas. Mais au moins, je le partage. Et le club le mérite. Donc, c'est pour ça que je passe du temps aussi à ça. On a un peu passé tout ça. J'aimerais qu'on réponde à... On va terminer par 2 petites questions, parce qu'après c'est l'apéro quand même. Et on a pas ça. Oui, on a dit qu'on était fêtards. Quel conseil aimerais-tu donner à un jeune joueur? Alors, je pense que si les jeunes joueurs regardent mon interview, je pense qu'à travers ça, les messages, ils sont passés. Il y a eu des mots-clés, alors je vais avoir du mal à les synthétiser, mais il y a eu des mots-clés. Déjà, moi, mon plus jeune âge, j'ai joué par plaisir, par passion dans mon club d'enfance. J'ai pas eu besoin d'aller voir ailleurs avant un certain moment, pour peut-être toucher à un moment donné la Nationale 3 de maintenant, CFA2 de l'époque. Donc il n'y a pas de problème à dire je joue dans mon petit club, je m'amuse avec mes amis, et puis le temps viendra. Le temps viendra pour progresser, le temps viendra pour peut-être jouer plus haut. Et à un moment donné, il n'y a rien sans rien, et si le plaisir est là, le travail est là, il n'y a aucun problème. Il y a bien à un moment donné quelqu'un qui va vous dire hey, viens ici, tu mérites d'aller jouer au-dessus, et ainsi de suite. Mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, et on a largement le temps de vivre, de passer des bons moments dans notre club de cœur. Et puis voilà, un jour viendra peut-être. Mais encore une fois, les places sont pas nombreuses pour aller toucher le monde professionnel. Et le monde professionnel, pour moi, il est beau à la télé, mais je pense qu'il cache aussi plein de côtés désagréables. Alors, je veux pas tuer le rêve des enfants, mais voilà, faut surtout être conscient. Il faut revenir les pieds sur terre. Il n'y a pas beaucoup de place et c'est pas toujours beau. Donc voilà. Maintenant, on le voit sur les terrains. Déjà en région, avec les supporters autour, les parents qui n'ont pas toujours des messages très positifs. Donc il faut s'imaginer que quand vous jouez devant des stades où il y a beaucoup plus de supporters, c'est encore pire. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, prenez le temps, prenez du plaisir, jouez dans votre club de cœur et vous verrez, il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous naturellement. Ta vision d'un club idéal? C'est très vaste comme question. Très vaste. Tu veux pas la préciser? Je sais pas. Idéal pour qui? Idéal pour quoi? Ouais. Chaque club est idéal. Ça dépend pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on vient chercher au club. Alors moi je réponds un peu à la normande là, mais oui, la question est très ouverte. Est-ce que tu sens que tu es dans un club idéal ou qui peut le devenir? Je suis dans un club idéal. Sinon je serais plus là. Mais oui, non, mais c'est très pragmatique, mais aujourd'hui, ce que je viens chercher à Saint-Sébastien me convient. À partir de là, je m'investis. Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un club idéal. Mais ça appartient à chacun, en fait, cette réponse-là. Et tant que la personne, elle retrouve ce qu'elle vient chercher, il n'y a aucun problème. Le club est idéal. Maintenant, qu'est-ce qu'un club idéal? Parce qu'aujourd'hui, même si on regarde les clubs professionnels, quel est le club idéal dans la Ligue 1, par exemple? Paris, je sais même pas si c'est le club idéal. Oui, ça fait rêver, ils gagnent beaucoup de choses, etc. Mais par rapport à ce qu'on disait sur tout l'aspect business, est-ce que c'est idéal ça? Je sais pas. Peut-être qu'on peut regarder un club comme Auxerre. C'est sans doute un club idéal parce que là, c'est le petit club un petit peu plus campagne qui a évolué, où là, il y a peut-être un peu plus de valeur humaine. Peut-être, c'est des questions ouvertes.
Donc je sais pas te dire qu'est-ce qu'un club idéal. Est-ce qu'on Moi, ce pourrait que je sais te simplement dire- dire la vision d'un club idéal, c'est la vision tu viens de le dire, d'un club dans lequel on prend du plaisir. Exactement. Exactement. Moi, c'est un petit peu mon résumé, hein. Je viens à Saint-Sébastien, je pense que c'est le club idéal pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'y trouve ce que je veux. Depuis maintenant quelques années. Très bien. Eh ben écoute, on va conclure là-dessus. Juste 2 questions. Encore, c'était déjà les 2 dernières. C'était vraiment les 2 dernières. Est-ce que tu as trouvé cette interview utile pour le club? Oui. Oui. D'accord. Qui voudrais-tu voir la prochaine fois? Ici, Oui. Laetitia. Allez, là, tu sais qu'elle va me tuer. Message lancé. Non, mais oui, tu peux l'avoir, il n'y a aucun problème. Je pense qu'elle peut jouer le jeu, mais d'une manière un petit peu plus officielle, je dirais, invite Thomas. C'est quelqu'un qui mérite d'être écouté parce que lui, c'est son club idéal, je pense, dans le sens où, je crois qu'il a fait 100% de sa carrière à Saint-Sébastien. Donc invite Thomas. Et en plus, lui, il est en train de passer ses diplômes. Très bien. Merci beaucoup, Terence. Merci à toi, Jean-Marc. Et à très bientôt. À bientôt.